à vous. Merci de votre présence pour ce deuxième webinaire de l'année scolaire 2023-2024 des cahiers pédagogiques et webinaire qui sera consacré à notre récent dossier numéro 587 intitulé Scolaire non scolaire et que vous avez, si vous êtes abonné, déjà dû recevoir, et webinaire pendant lesquels nous allons nous hasarder aux frontières de l'école, que nous allons essayer de passer dans les deux sens. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique honoraire, comme on dit, retraité. Le chat sera scruté par Ben Aïda. Bonsoir Ben. Bonsoir à toutes et tous. Oui, effectivement, Ben Aïda, je suis professeur des écoles, je suis formateur à Carcassonne, je suis également membre du comité de rédaction des cahiers et je vous attends dans le chat pour vos questions, vos commentaires, vos réactions. Alors, je vous propose... Ah, il y a des problèmes de lien de mail. Bon, je vous propose que nous commencions et je vous signale que vous pouvez aider au maintien et au développement des cahiers pédagogiques en vous abonnant, en achetant nos publications ou même en faisant un don ponctuel en allant sur notre site internet cahierpédagogique.com. Aujourd'hui, nous accueillons trois personnes, une des coordinatrices du dossier qui a été coordonnée donc par Aurélie Zwang et Baptiste Bespatin. Donc Aurélie Zwang qui est avec nous, tu es maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation de l'Université de Montpellier. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Tu es donc une des deux coordinatrices du dossier. Pourquoi un dossier sur le thème de scolaire et non scolaire? Pourquoi s'intéresser à cette question? Parce que c'est une question qui fait débat dans les sciences de l'éducation et de la formation, et ça nous semblait important avec Baptiste de faire un point qui réunirait des chercheurs et puis qui réunirait aussi des retours de praticiens sur le terrain enfin, voilà, quel est leur regard sur cette question, sur cette articulation entre le scolaire et le non scolaire. Et on en reparlera dans la suite, mais cette question, elle fait débat, enfin, les questions de la frontière en fait du scolaire, donc fait débat à travers deux notions centrales en sciences de l'éducation et de la formation, donc la notion de forme scolaire, hein. Et d'ailleurs, dès l'ouvrage un peu qui a posé cette notion, et en fait, il s'appelait L'éducation prisonnière de la forme scolaire, point d'interrogation. Donc, c'était une question et c'était scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles. Donc, le débat était déjà posé. Et puis, il y a une deuxième notion aussi sous-jacente à cette limite, à cette frontière, enfin voilà, c'est la notion de culture scolaire. C'est-à-dire ce qui doit être su en fait au sein de l'école, ce qui est déterminé par l'école comme faisant partie de sa culture. Et donc, ça nous semblait intéressant à travers ce numéro, d'explorer voilà cette question. Oui, il y aura le problème évidemment aussi du mot scolaire en lui-même qui est souvent péjoratif. Enfin, cet élève est trop scolaire ou un cours trop scolaire, alors qu'il y a en même temps une adoration de l'école dans notre pays. On reviendra tout ça dans le webinaire et c'est abordé évidemment aussi dans ce dossier. Notre deuxième invité est Yannick Mével, qui est jeune retraité de l'Éducation nationale, ancien formateur à l'INSPE de Lille, directeur des publications des cahiers pédagogiques et membre du comité de rédaction, du conseil d'administration. Enfin, il fait plein de choses, Yannick, au cahier pédagogique. Bonsoir, Yannick. Bonsoir Jean-Charles. Comment est organisé ce dossier? Parce qu'on est sur une frontière. Est-ce que ces frontières sont visibles dans ce dossier? Oui, alors bah oui, bien sûr. On a fait un plan en trois parties. C'est peut-être un peu scolaire du coup, mais la première partie, elle va à la recherche de la frontière. Elle se situe presque sur la frontière, quoique en fait, dans la première partie, on cherche la frontière où se situe la démarcation entre le scolaire et le non scolaire. Alors ça commence par un article assez important pour l'ensemble du dossier, puisque il tente de définir la notion de forme scolaire dont parlait Aurélie à l'instant et dont on reparlera sans doute dans la discussion. Et puis, il l'associe à une autre notion qui a été développée par le même chercheur dans les années 80, Guy Vincent, qui est la notion ça y est, ça m'échappe,
de socialisation démocratique qui serait opposée en quelque sorte à la forme scolaire. Et puis après, il y a des textes dans cette première partie qui vont explorer davantage la frontière dans ce qu'on pourrait appeler son épaisseur, parce que tous les géographes le disent, là, une frontière, c'est rarement juste un trait sur une carte, c'est un espace, ça a de la profondeur. Et cette profondeur, ben, dans cet espace, en profondeur, on trouve des choses bizarres. ChatGPT, par exemple, qui se promène là dans cet espace de l'entre-deux. Et puis on trouve aussi des gens, alors je dirais pas bizarres, mais des gens qui sont des transfrontaliers, pour continuer à filer la métaphore. Par exemple, les assistants d'éducation, dont nous parlera Julie Brunet tout à l'heure, les professeurs relais dans les musées, les professionnels de l'éducation populaire et les professionnels de l'enseignement, quand ils travaillent ensemble, se trouvent aussi dans cette espèce de zone grise de l'entre-deux, où la division du travail est pas nette. Et la division entre le scolaire et le péri ou le non scolaire n'est pas nette aussi dans le travail des élèves. C'est ce que montre par exemple dans cette partie un bel article de Julie Netter. La deuxième partie du dossier commence par un texte qui prend lui aussi un tout petit peu de recul historique. C'est Sylvie Jouan, il montre comment l'institution scolaire a progressivement, assez rapidement, quand elle s'est mise en place, marginalisé des pratiques comme l'enseignement mutuel ou la classe multi-âge qui aurait pu apparaître comme des alternatives à ce qu'on appelle la forme scolaire. Forme scolaire, c'est pour aller très très vite, une classe, une seule classe, un seul maître, une seule classe d'âge, une seule progression. Et les articles qui suivent dans cette partie explorent ce qui se passe justement quand l'école déborde de ce cadre-là des quatre unités, si on peut dire ça comme ça, pour aller travailler vers d'autres lieux, la piscine, la forêt, le CDI. Et dans ces cas-là, les acteurs sont amenés à travailler ensemble. Il faut faire des ajustements. C'est ce que montre un très bel article sur le travail à la piscine de William Larosa, Gilles de Mieuxjard. Et puis, les règles ordinaires de l'école fonctionnent moins bien ou pas du tout. Est-ce qu'on lève le doigt quand on va en forêt avec un enseignant ou est-ce qu'on s'assoit? Toutes les évidences de la forme scolaire sont réinterrogées, remises en question éventuellement. Et puis enfin, la troisième partie décentre le regard de l'école, enfin, il le décentre de l'école quand l'école n'est plus au centre, puisqu'il donne la parole d'abord à ceux qu'on pourrait nommer les outsiders de la forme scolaire, les parents, les élèves, les éducateurs. Par exemple, les parents face aux devoirs, les parents et les élèves face aux devoirs à la maison, face à des usages, des activités sociales qui ont moyennement leur place à l'école ou qui sont mises au service de l'école. Qu'est-ce qu'on fait du matériel Montessori dans les familles? Comment on utilise les jeux vidéo, les vidéos éducatives aussi. Et on y montre finalement que le non scolaire résiste ou tente de résister à la dimension parfois sclérosante ou normative en tout cas de l'école en proposant des formes moins contraignantes, plus ancrées dans la vie, des façons de faire qui tentent de déscolariser l'école. On viendra peut-être aussi tout à l'heure sur ce terme-là. Voilà pour la présentation du dossier. Oui, bah, je te remercie. Notre troisième intervenante, c'est Julie Brunet, qui est formatrice à l'association Respire à Blois et ancienne assistante d'éducation et animatrice volontaire. Tu nous expliqueras ce que c'est qu'une animatrice volontaire. Bonsoir Julie. Bonsoir. Alors Julie, revenons à ton rôle d'assistante d'éducation, d'assistante d'éducation. Est-ce que c'est un rôle d'entre-deux? Bah, d'une certaine façon, oui, et en même temps, non. C'est-à-dire que théoriquement, il faudrait que ce soit un rôle d'entre-deux. Pourtant, aujourd'hui, le fait est que je pense, hein, en tout cas de mon point de vue, dans beaucoup de pratiques encore, mais aussi dans beaucoup d'imaginaires, l'AED, le surveillant, c'est celui qui surveille, c'est celui qui contrôle, voire aussi c'est celui qui punit. Et finalement, il investit très peu justement cette socialisation démocratique dont il était question tout à l'heure, alors que justement, il travaille sur des temps et sur des moments où les élèves ne sont pas seulement des élèves. L'AED, il est vraiment à la rencontre du jeune dans son identité globale, complète.
Et c'est quelque chose, quelque part, moi, que je regrette, c'est que les assistants d'éducation, finalement, on ne leur laisse pas, à mon sens aujourd'hui, la possibilité d'investir pleinement le rôle éducatif qu'ils pourraient avoir, mais qu'ils n'ont pas véritablement, je crois. Après, peut-être que, voilà, je pense aussi que ça dépend beaucoup des établissements, de beaucoup, beaucoup de choses, mais le fait est qu'aujourd'hui, je pense que, enfin, c'est pour ça que je défends cette vision. C'est ce glissement qui pourrait s'opérer en fait des AED vers plutôt des animateurs de vie scolaire, c'est-à-dire vraiment des professionnels de l'accompagnement des jeunes au sein des établissements scolaires, au service à la fois peut-être de leur scolarité, mais pas que, au service aussi du bien grandir et de s'assurer, enfin voilà, pour s'assurer que ces jeunes, comment dire, en fait, tout simplement pour prendre en compte la globalité identitaire des enfants et des jeunes dans Mais les établissements scolaires. est-ce que ça, c'est pas en train d'être, enfin, ça devrait être sous-jacent aux idées actuelles de méthodes contre le harcèlement, de choses comme ceci, ou l'AED, donc l'assistante d'éducation, on va faire attention aux acronymes, l'assistant d'éducation pourrait avoir, moi je pense à la méthode de comment s'appelle-t-il, de Marie Cartier et Jean-Pierre Bellon, la préoccupation partagée, euh, peut donner une importance certaine aux AED et au personnel de vie scolaire. Oui, bah, ça serait, je pense que c'est indispensable à dire vrai. Toujours est-il qu'aujourd'hui, lorsque là on regarde en ce moment hein, tout ce qui tourne autour des problématiques de harcèlement, on en appelle aux enseignants, on en appelle aux infirmiers, au personnel, on va dire, de soignants au sein des établissements scolaires. Mais en tout cas, jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais vu encore de, de, de responsables politiques ou de chefs d'établissement parler des AED, alors que les assistants d'éducation sont en première ligne. Ce sont eux justement qui peuvent signaler ce genre d'agissement ou ces dérives et les prévenir. Et Et les pourtant, voir, ne et les serait-ce que les voir, oui, voir dans tout la à fait, cour, les identifier. Oui, les oui, tout à identifier, fait. oui, oui. Et, tout- et aujourd'hui, en réalité, c'est une fonction qui est, enfin, à mon sens, hein, mais qui est complètement invisibilisée. Oui. Tout à fait. Moi, j'ai connu le passage du surveillant vers l'AED maintenant, et effectivement, on n'a peut-être pas professionnalisé assez la profession. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir nos webinaires et débats éducatifs sur notre chaîne YouTube, que vous trouvez en tapant cahier pédagogique au pluriel sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous y abonner et de liker nos vidéos, ce qui nous permet d'augmenter notre visibilité. Aurélie, ce dossier, et on l'a déjà plusieurs fois évoqué, parle de la forme scolaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette forme scolaire, Aurélie? Ça a déjà été beaucoup dit, hein. Effectivement, c'est une forme de socialisation en fait particulière, hein, où alors il y aurait eu plusieurs possibles en fait, mais on voit bien que l'article de Sylvie Jouan montre en fait l'ancrage en fait lassalien en fait de cette forme, c'est-à-dire un enseignant face à un ensemble d'élèves et puis avec bon, un ensemble de règles. Le fait que l'école se soit dans un univers séparé, dans un lieu séparé hein, de la vie quotidienne, le fait qu'il y ait un temps scolaire dédié, le fait qu'il y ait des finalités, enfin, si on élargit le fait qu'il y ait des finalités qui sont endogènes à l'école, hein, et puis aussi, alors ça rejoint l'autre notion de culture scolaire, c'est pas que les savoirs, c'est cette importance de l'écrit. L'écrit qui aussi permet d'une certaine façon voilà, de positionner les corps dans un espace et en fait, ce qui est très important, il me semble, c'est que la forme scolaire, on peut dire traditionnelle, en fait, c'est un peu tout cet ensemble à la fois.
C'est pas uniquement un des éléments comme ça qui serait à pointer et donc par exemple, ce n'est pas parce qu'on va changer la disposition d'une salle, qu'on a une salle flexible, par exemple, que en fait ça va révolutionner complètement la forme scolaire. En même temps, la forme scolaire, c'est devenu aussi actuellement une sorte d'objet un peu politique, parce que en fait, il s'agit d'innover dans la forme scolaire. Hein. Il y avait un appel à manifestation d'intérêt tout récent, et donc les acteurs éducatifs, notamment de l'école, étaient amenés à y répondre, comme si en fait il fallait révolutionner l'école, et que donc à travers cette révolution qu'on souhaiterait, en fait, ce serait la forme scolaire la cible, quoi. Donc, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette notion. C'est aussi pour ça qu'avec Baptiste, on voulait un petit peu faire le point. Et puis, en même temps, enfin, on en a déjà un petit peu parlé, c'est dans quelle mesure, finalement, tout ce qui est extrascolaire ne se nourrit pas de ces modalités, en fait, qui semblent propres à l'école, mais qui, en fait, qui débordent. Voilà. Donc, on en reparlera certainement, mais c'est un peu l'enjeu parce que finalement, on se dit, bon, la forme scolaire, c'est qu'à l'école, mais finalement, non. Pas forcément. C'est notamment ce que montre l'article de Cora Cohen Asria et ses collègues sur la visite scolaire au musée, où on voit là effectivement que au musée, les élèves sont amenés à se comporter finalement tout à fait comme dans une classe, c'est-à-dire à écouter un guide qui parlerait, voilà, d'un point de vue magistral comme ça, à lever le doigt pour pouvoir poser des questions, à répondre à des questions que poserait le guide, et puis il y a des bonnes, il y a des mauvaises questions. Enfin, en tout cas, cette notion, en fait, ce qu'on peut appeler une certaine formalisation des situations éducatives, elle n'est pas réservée qu'à l'école. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'y pencher. Et en même temps, voilà, on voit bien que ce débat-là, et c'est un débat ancien, et on voit bien que en fait, on ne résout jamais complètement le problème, quoi. Et en fait, Ouais. on a l'impression que plus on s'en saisit, moins on résout le problème. Mais bon, c'est bien, c'est intéressant. Oui, c'est-à-dire que plus qu'une frontière entre scolaire et non scolaire, on serait sur une matrice qui permet les échanges, quoi, qui permet plus que les échanges, parce qu'en fait, c'est pas à ça que je fais allusion, un envahissement du scolaire vers le non scolaire. Et ce qui serait intéressant de savoir, peut-être qu'on va l'aborder à la suite, c'est est-ce que le non scolaire vient, lui, à l'école? Yannick, il y a un article qui m'a vraiment fasciné dans ce dossier, qui est l'article sur Illich, qui était un personnage dont on parlait beaucoup quand je faisais mes études, que j'avais 18 ans, donc il y a quelques années, et un article qui est d'ailleurs relativement récent, alors que souvent tu nous sors dans cette rubrique et depuis le temps des articles très anciens. Là, c'est un article de 2015, je crois, 2015. Oui. d'Étienne Verbe sur Illich, un article absolument remarquable, et peut-être pourrais-tu nous en dire quelques mots. Oui, ben, un mot aussi sur Depuis le temps, c'est une rubrique récurrente, comme toute rubrique en fait, dans la revue. Et puis depuis quelques années maintenant, j'essaie d'en faire une sorte de fil rouge de l'histoire des cahiers pédagogiques aussi, l'histoire de ce qui s'y est écrit et de retrouver des choses qui font écho depuis le temps. Ça dit depuis le temps qu'on vous le dit, quoi, hein, quand même, vous devriez commencer à avoir compris. Ça dit ça, et puis ça dit aussi notre acharnement de militants, et puis parfois aussi notre agacement de voir que ça n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et là, en l'occurrence, ça nous renvoie alors à des choses qui, je crois, ont quand même bien vieilli, hein, le travail d'Illich, et surtout la façon dont il a été reçu, parce que l'article, l'intérêt de l'article d'Étienne Verne, c'est que il rappelle comment ce livre a été, le livre qui a rendu Ivan Illich célèbre en France et dans le monde, a été reçu. C'était pour les plus jeunes de notre assistance, c'était un philosophe et un penseur de l'éducation qui a vécu et travaillé aux États-Unis un petit peu et au Mexique, et qui en 1971 a fait paraître dans le monde, hein, et il y a eu une traduction française, un ouvrage qui, en France, est paru sous le titre Une société sans école.
Et ça a eu un gros écho, à la fois de protestations des défenseur de l'école, ceux qui, un petit peu plus tard d'ailleurs, se sont nommés eux-mêmes les républicains, qui disaient bah, l'école, c'est quand même le lieu de l'émancipation, c'est le lieu qui a permis de sortir les enfants de l'usine, du travail, de l'influence des prêtres aussi. Et puis, donc, une société sans école, c'est l'anarchie, c'est n'importe quoi. Et puis, au contraire, d'autres qui disaient, mais non, on était juste après le moment 68 en France, et d'autres qui disaient au contraire, bah, il faut montrer à quel point l'école est quelque chose qui, oula, on n'appelait pas ça encore la forme scolaire, mais ça l'était déjà, quelque chose qui a un côté aliénant, qui a un côté enfermant, comme à la même époque, Michel Foucault travaillait et publiait des choses sur le rôle aliénant de l'hôpital, celui de l'armée, celui de la prison, enfin de ces institutions dont l'école faisait partie. Et puis Fernand Houry aussi, depuis une vingtaine d'années, à la même époque, dénonçait ce qu'il appelait l'école caserne. Alors bon, ça a peut-être un petit peu bougé aujourd'hui, et ce que disait Aurélie le montre encore. Étienne Verne montre qu'il y a eu un malentendu, notamment en France, parce que le titre Une société sans école traduisait très mal en fait le titre anglais, qui était Deschooling Society, excusez mon excellent anglais. Donc, ça voulait dire littéralement déscolariser la société. Ça voulait pas dire supprimer l'école. Ça voulait dire que l'influence de l'école, de ce que plus tard on a appelé, sous son influence à mon avis, d'Ivan Illich, ce que plus tard on a appelé la forme scolaire, était trop importante et qu'il fallait enlever du scolaire, au sens un peu péjoratif du terme, de la société, et peut-être ajouter de la société dans l'école pour que tout ça vive un petit peu de façon plus, plus forte. Et ce message illichien a été caricaturé, mal compris, parce qu'on a lu en France que le titre, je vous disais les Républicains. Aujourd'hui encore, il est revendiqué, par exemple, par ceux qui font du homeschooling, là, qui font l'enseignement à la maison, par toute une série d'écoles privées qui se basent sur une espèce de projet libertarien, par exemple, et visiblement des gens qui n'ont absolument pas lu ou pas compris du tout ce que disait Illich à son époque. Alors voilà, c'est un article qui montre que la notion de forme scolaire a au moins une source, parmi ces sources, c'est celle de la pensée de ce penseur. Je répète, 13 années 70, hein, avec des pattes d'Ève sans doute, et puis des cheveux longs et des chemises à carreaux, et puis une pensée peut-être qui a été nuancée depuis par ceux qui réfléchissent à l'école, mais qui est toujours aussi intéressante, Oui. vivace. Cela dit, tu as cité Fernand Houry, le frère de Jean Houry, donc, qui était un immense psychiatre. Je voudrais vous recommander les podcasts qui ont été si vous trouverez ça sur France Culture, des cinq émissions sur Jean Houry, et qui lui parlait aussi, on a un parallèle hein, quand on parle d'aliénation de la société entre la psychothérapie institutionnelle et la pédagogie, à savoir qu'il y a aussi il y a une double aliénation. Dans la psychothérapie institutionnelle, ça serait, dit Jean Houry, une aliénation psychique et une aliénation sociale, qui fait que la psychose prend une forme particulière en fonction du lieu et de la société dans laquelle elle se développe chez le sujet. Et à l'école, il y a aussi une forme scolaire qui dépend de la société. Il y a aussi cette double aliénation. Bon, ce n'est pas le sujet de notre webinaire, mais je vous recommande la lecture pas simple quand on n'est pas, je le dis parce que j'en ai beaucoup souffert, de Jean Houry et aussi évidemment de Fernand Houry. Je vous rappelle que ce genre de revue comme Et chez toi, pardon, Depuis le temps, c'est une revue qui est accessible par les abonnés, que vous pouvez vous abonner aussi directement par Internet en allant sur notre site cahier au pluriel-pédagogique, au pluriel donc aussi, .com. Je fais un petit arrêt webinaire parce qu'en fait, pas mal de personnes ont eu du mal à se connecter pour celles et ceux qui regardent ce webinaire en direct. Et il y a manifestement eu un lien défectueux qui a été envoyé aux personnes inscrites. Donc, j'ai renvoyé ce lien
pour celles qui le renvoient en différé. Et donc, j'en suis désolé. On a eu un petit souci. Je ne sais pas pourquoi. On va récupérer ça en envoyant le lien aux personnes inscrites et qui n'ont pas eu le bon. Euh, Est-ce que la barrière, peut-être Julie, je ne sais pas si tu peux, est-ce que la barrière entre non scolaire et le scolaire est marquée par l'enceinte de l'établissement scolaire, Julie? Alors, je me permets juste du coup de rebondir sur Jean Ah bah, Houry et Fernand vas-y. Houry. Et j'en profite justement parce que il y a le lien avec cette barrière. L'idée aussi autour de ce que développent les frères Houry, et j'ajouterais également le psychiatre, pardon, le psychanalyste Félix Guattari, qui travaillait à la clinique de la Borde avec Jean Houry. Avec Jean. C'est cette idée de coefficient de transversalité, c'est-à-dire que à un moment donné, on doit prendre en compte les individus Mm. lorsqu'ils sont dans une institution, donc que ce soit l'asile ou bien l'école, vraiment justement dans cette globalité, c'est-à-dire éviter l'étiquetage. Et justement, je pense que là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait autour de la forme scolaire, non scolaire, etc., hein, c'est-à-dire dans cette idée de prise en compte globale du jeune et de l'élève. Voilà, je pense qu'il y a aussi cette influence-là à prendre en compte. En tout cas, moi, personnellement, dans l'article que j'ai proposé pour les cahiers PEDA, j'ai été très influencée par la pensée de Fernand Jean Houry et puis Félix Guattari. Voilà. Je vous recommande ces gens-là. Pierre de Lion également, qui est un élève de Félix et de Jean Houry, et avec qui j'ai eu la chance de beaucoup travailler, Pierre, et lisez leurs livres, et c'est vraiment remarquable. Et il est à noter que cette psychothérapie institutionnelle est en grave difficulté actuellement, de même un certain type d'école, on aurait comme une rescolarisation, une repsychiatrisation de type caserne et asilaire actuellement. Et voilà ce qui se passe actuellement aussi dans la psychiatrie. L'humain souffre beaucoup. Je ne sais plus quelle question. Alors, donc, cette barrière entre non scolaire et scolaire, Julie, Eh est-ce qu'elle ben, est marquée par l'enceinte de l'établissement? justement, faisons sauter du coup les barrières. Oui. Euh, alors, cette barrière, en réalité, elle est peut-être marquée d'un point de vue architectural, on va dire, institutionnel, mais en réalité, dans les faits, il y a, comme le disait Aurélie, il y a un débordement de part et d'autre, c'est-à-dire que on voit très bien les enfants, les jeunes, ils ramènent des devoirs à la maison, donc ils ramènent l'école à la maison. Lorsqu'ils jouent dans la cour de récréation, ils ne sont plus véritablement à l'école, ils sont entre eux dans un nouvel espace de socialisation qu'ils investissent finalement. Donc, on voit que cette barrière, finalement, alors c'est une frontière un peu, enfin, c'est même pas, pour moi, c'est même pas une interface. On n'est même pas au niveau de l'interface, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, deux mondes qui viennent quelque part s'entrechoquer, se compléter, se mélanger parfois. Et c'est ce qui fait la richesse de ces moments-là. Et pour revenir du coup, moi, lorsque j'étais AED, donc assistante d'éducation, lorsque j'accompagnais les élèves, alors oui, je les accompagnais sur tout l'aspect scolaire enfin, de ce qu'ils pouvaient vivre éventuellement au lycée, mais pas seulement. Ça pouvait aussi être, par exemple, accompagner une jeune qui avait été harcelée dans la rue, l'accompagner vers ses parents, l'accompagner vers la maison des adolescents, vers la CPE. Ça pouvait aussi être accompagner une jeune qui s'est rendu compte qu'elle développait des sentiments amoureux pour une de ses camarades de classe et qui était complètement perdue, paumée, dans le couloir. Là, elle pleurait. Bah, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Et pourtant, tout ça, ça se passe à l'école. Ça se passe à l'école et c'est des moments qui ne relèvent pas du temps scolaire véritablement. Donc cette barrière, pour moi, elle a quelque chose de parfois de très artificiel. Et lorsqu'on parle d'école caserne, je pense que c'était ça finalement qui était un petit peu critiqué. C'était comme si l'école était finalement repliée sur elle-même, sanctuarisée. Et alors que dans la réalité, c'est impossible. Et si ça l'était, si ça l'est, ça devient aliénant, je pense, pour tous, pour les enfants, mais aussi pour ceux qui y travaillent. Oui, tout à fait. Et encore une fois, en référence à Jean Houry, soigner l'institution pour soigner l'enfant, quoi. Donc, il y a un travail complexe à faire. Ben, le chat.
dans lequel toi tu interviens beaucoup et je suis admiratif du fait que tu aies déjà trouvé le lien sur Radio France pour Jean Houry. Bravo. Merci. Je tiens à le dire. Le chat, bon, c'est assez calme, mais voilà, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, à réagir. Une question aussi de Françoise qui demande à Aurélie une précision, si c'est possible, ou des exemples à propos du texte sur les aires éducatives. Oui, Aurélie. c'est le texte de nos collègues là, qui travaillent en Bretagne, là, qui se posent la question. L'exergue est intéressant, enfin, le titre est intéressant, mais dans la vraie vie, c'est quoi une noisette? Et effectivement, c'est suite à tout ce travail dans les aires éducatives qu'il y a eu cette exclamation d'une élève. Alors, les aires éducatives, ce sont des aires qui sont... Enfin, des dispositifs, on va dire, éducatifs qui sont nés au départ de l'Office français de la biodiversité et c'est né en Outre-mer. Ce sont des élèves, en fait, qui vont gérer un territoire proche de l'école, c'est-à-dire qu'ils vont se poser un certain nombre de questions sur ce territoire et ils vont agir sur ce territoire. Et pour contribuer à une amélioration en termes de biodiversité. Alors ça, c'est de ce territoire d'outre-mer, ça a été importé en métropole. Donc c'est intéressant en fait de dire que voilà, c'est pas la métropole là qui était à la pointe sur ce sujet-là. Et donc il y a différents types d'aires éducatives. Donc il y a les aires terrestres éducatives, les aires marines éducatives. Et puis là, il est prévu, l'éducation nationale prévoit un des derniers textes là qui est sorti cette année là d'augmenter en fait aux aires fluviales éducatives. Et ça permet en fait une éducation donc à l'environnement sur un territoire avec une approche donc sur un an, donc avec une pédagogie de projet et une approche donc de gestion du territoire. Ça permet donc à l'école de s'inscrire en fait donc localement et donc de nouer des partenariats. Et puis ça permet aussi aux élèves d'aller en exploration de leur lieu de vie, donc de mieux le connaître. Alors, il y a toute une méthodologie que je ne développerai pas ici, hein, et c'est très documenté par ailleurs. Mais le cœur, c'est quand même des questions de gestion de la biodiversité. Donc, c'est ça qui relie en fait tous ces projets. Et puis, à partir de là, eh bien, les enseignants tissent bien sûr comme ils le souhaitent. Et il y a actuellement des aires éducatives qui sont adossées à des pratiques d'école au dehors, par exemple. C'est pas systématique, mais ça peut s'hybrider. Voilà. Est-ce que ça implique l'intervention de personnes vers l'école, de personnes extérieures à l'école, vers l'école donc? Absolument. Absolument. En fait, c'est porté et financé Ah, on t'a perdu, par l'Office français de la Aurélie. biodiversité. Donc, en fait, ah bon? Ouais, non, voilà, Ok. c'est bon, ça refonctionne. Ok. Donc effectivement, c'est porté par l'Office français de la biodiversité et donc il y a un partenariat, hein. Donc il y a des rencontres entre des associatifs en fait et puis ces personnes-là et puis les membres de l'éducation nationale, hein. Oui, on vous parlera, je donnerai la parole à Jean-Michel Zakarchuk qui vous parlera aussi du colloque des cahiers pédagogiques qui aura lieu au début des vacances scolaires et qui abordera en fait en partie ce sujet. Julie, ces intervenants extérieurs et ces animateurs, certains enseignants ne veulent surtout pas qu'ils se mêlent de l'école et du non scolaire et qu'ils ne fassent finalement que de l'occupationnel. Comment Oui, passer au-dessus de cette défiance, donc? et ben, en apprenant à se connaître. Pardon. Effectivement, c'est quelque chose qui a été relevé dans un rapport de l'Inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche, notamment en 2021, à propos du périscolaire. Il y a une espèce de défiance mutuelle entre, d'une part, les enseignants, d'autre part, les animateurs périscolaires, et puis, alors, un petit peu moins avec d'autres partenaires extérieurs qui interviennent plus ponctuellement dans les établissements.
Et ça, Alors, ça s'explique tout simplement par une culture professionnelle qui n'est pas partagée. Ou qui a pu l'être parfois, parce que bon, souvent des enseignants ont déjà été animateurs, hein, c'est des choses qui arrivent assez souvent d'ailleurs, enfin ça se voit assez souvent, oui. Euh, mais voilà, c'est lié, je pense, à une méconnaissance des cultures professionnelles des uns et des autres, et puis d'autre part aussi à une méconnaissance, enfin, et à des préjugés. Euh, et nous, c'est vrai que donc, quand je dis nous, là, pour le coup, je parle de l'association Respire. On invite vraiment les acteurs éducatifs, quels qu'ils soient, à se rencontrer et à apprendre à se connaître, à dépasser, essayer vraiment de dépasser ces préjugés-là, parce que en fait, il en va de l'intérêt des enfants. Et, et c'est vraiment important d'organiser des temps de rencontre, d'échange entre les professionnels. Alors peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de tout ce qui relève des projets éducatifs de territoire, ce genre de choses, j'imagine. Mais voilà, il faut vraiment faire ce pas, ce pas vers l'autre, je dirais, vers l'autre professionnel, celui qui n'a pas forcément le même point de vue, les mêmes pratiques non plus et essayer de le comprendre. Je pense que c'est important. Moi, j'ai eu une très belle expérience à ce sujet avec une très grande chef d'orchestre qui s'appelle Claire Gibault et qui dirige le Paris Mozart Orchestra et dont elle fait venir des, des musiciens. Je crois que j'ai eu jusqu'à 10 musiciens dans ma salle, enfin dans une salle qu'on réquisitionnait pour pouvoir mettre 3 4 classes et qui avait l'intelligence, outre le fait de faire un travail avec les élèves, de laisser l'enseignant, en l'occurrence moi cette fois-ci, diriger à un moment l'orchestre et les élèves. Et donc, il y avait tout un travail qui était fait au sujet d'une création. Et c'était remarquable de se sentir accepté des deux côtés, quoi. Enfin, bienvenue, mais aussi bienvenue à toi au sein de l'orchestre. Euh, euh, Aurélie, peut-être un rebond sur les sujets, sur les médiateurs, par exemple? Alors, peut-être pas sur les médiateurs, mais sur cette rencontre-là entre les professionnels en fait qui sont plutôt associatifs et puis les professionnels de l'éducation nationale, en fait, il y a plusieurs échelles aussi à considérer. Il y a les échelles je dirais, de direct, c'est-à-dire l'enseignant qui va rencontrer un associatif en particulier. Puis après, il y a les échelles de l'institution, où là, il y a peut-être des partenariats plus formalisés qui ont peut-être parfois, pas toujours, mais des difficultés à s'établir parce qu'il peut y avoir effectivement des préjugés de part et d'autre, mais aussi parce que l'éducation nationale se positionne souvent comme étant, comment dire, le chef d'orchestre des relations partenariales en fait, avec les extérieurs de l'école, avec, vous le savez, des agréments qui sont donnés pour certaines associations, pas pour d'autres, ce qui garantit en fait ce qui garantit, voilà, des principes en fait très importants pour l'école, hein, une certaine neutralité, etc. Mais parfois, ça peut aussi faire certains freins. Donc, pour avoir travaillé sur le sujet, je parlerai plus particulièrement des relations entre l'éducation nationale et puis les associations d'éducation à l'environnement. Les rapports n'ont pas toujours été très partagés, en tout cas de manière équitable entre les deux types de partenaires. Selon les époques. Et récemment, en fait, j'ai mené une petite recherche donc avec d'autres collègues sur le sujet en étudiant un groupe départemental là, sur la classe au dehors et pour regarder les relations partenariales entre les cadres de l'éducation nationale et puis des associatifs. Et effectivement, donc là, ça va paraître là ce mois-ci ou le mois prochain, il y a quand même l'éducation nationale
nationale qui veut quand même avoir la main. Et en même temps, cette rencontre, elle a lieu par des personnes qui vont être des personnes passeuses, c'est-à-dire des personnes qui connaissent les deux institutions. Donc là, en l'occurrence, c'est une conseillère pédagogique départementale qui, avant, avait une profession en fait d'éducatrice à l'environnement qui est rentrée dans l'éducation nationale. Et il y a des personnes, en fait, notamment au sein de la dynamique sortir, qui côtoient, en fait, qui se côtoient entre eux. Ces deux mondes se côtoient entre eux. Et donc, à partir de ces personnes, en fait, qu'on va appeler des marginaux séquents, et je renvoie à l'article de la collègue qui a écrit sur le sujet, ces personnes permettent un dialogue favorisé au sein de l'institution scolaire, justement, en ayant cette double culture professionnelle. Et en l'occurrence, ça permet notamment le développement de formations de classe au dehors. Donc, en fait, il y a à la fois, je dirais, des habitudes qui sont acquises en fait de part et d'autre, mais il y a des ponts qui sont faits par des personnes. Et c'est important aussi de dire que ça passe par des personnes particulières, alors à différentes échelles, hein, et ça permet cet enrichissement mutuel. Moi, je trouve l'expression passeuse, passeur, enfin très 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 belle en fait. Et euh, je suis toujours surpris aussi de penser qu'il puisse y avoir de telles frontières, parce que le passeur renvoie aussi au résistant, à l'idée de la résistance. C'est ça qui est très étonnant. Mais puisse y avoir de telles frontières, comme si l'enfant laissé chez lui n'était pas n'amenez pas à l'école toute une série d'accompagnants internes qui peuvent aussi l'empêcher d'apprendre ou l'aider à l'apprentissage. Des personnes qui ne sont pas avec lui. Julie, est-ce que les AED, donc assistants d'éducation, qui ne sont plus des étudiants depuis près de 20 ans, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça, mais je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être un faux souvenir, est-ce que ce sont des passeurs de frontières? Je ne veux pas dire des résistants, hein, parce que voilà, mais est-ce que ce sont des passeurs de frontières, Julie? Oui, oui, certains, oui. Après, est-ce que c'est conscientisé? Je ne suis pas certaine. Et puis, je pense aussi quand même que lorsque les surveillants, les maîtres d'internat, etc., étaient encore des étudiants, je pense qu'il y avait déjà des passeurs de frontières, justement parce que certains exerçaient d'ores et déjà justement dans l'animation. Tout à l'heure, justement, tu me questionnais sur le terme d'animation volontaire. L'animation volontaire, c'est l'animation lorsqu'elle est pratiquée, par exemple, avec un BAFA, donc un brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, donc qui n'est pas un diplôme professionnel. Et donc, c'est une démarche volontaire d'aller faire de l'animation sur son temps libre, disons. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les assistants d'éducation, qui sont riches d'expériences antérieures de plus en plus, peuvent être des passeurs, à condition évidemment qu'on leur laisse cette opportunité de passer. Mais Euh, est-ce qu'on a un changement effectif? Je pose, c'est une question un peu rhétorique, j'ai une idée de la réponse quand même, mais on a un changement de la sociologie des AED depuis, enfin depuis la fin des surveillants et au passage aux AED. Le surveillant était un étudiant la plupart du temps, et est-ce qu'il y a des gens plus âgés, qui sont maintenant AED, bon, Julie? alors la réponse que je peux donner, elle est purement empirique, hein, parce que moi, j'ai Oui. pas de données vraiment sur le sujet. Mais oui, effectivement, moi, il me semble qu'aujourd'hui, les surveillants sont plus âgés. Les surveillants aujourd'hui, ce sont des adultes, je dirais, accomplis d'une certaine façon. Certains ont des enfants, une vie familiale. Et on n'est plus du tout dans un métier qui était à l'époque un métier transitoire. Hmm. Aujourd'hui, certains vont faire carrière en tant qu'assistant d'éducation. Il y a la CDIsation. Enfin, là, je pense à un établissement où il y a eu une grande vague de CDIsation, c'est-à-dire que les assistants d'éducation ils sont assistants d'éducation pour maintenant, pour toute leur vie, disons, pour toute leur vie professionnelle. Mais sans véritable professionnalisation, sans véritable formation. Eh ben non. La formation, elle est laissée au bon vouloir du chef d'établissement. Et en plus de cela, bon, quand on voit les contenus, moi, je ne suis pas certaine, honnêtement, que ce soit véritablement adapté
aux enjeux de leur profession. Et c'est pour ça aussi que d'une certaine façon, ce qui serait intéressant peut-être, ce serait de calquer la formation des assistants d'éducation sur ce qui est proposé pour les animateurs socioculturels. C'est-à-dire avec vraiment une prise en compte une vraie connaissance du public qu'ils accueillent et des enjeux, évidemment, et des enjeux, c'est important. Oui. Ben, des réactions sur le chat, s'il te Eh plaît? bien, un petit débat là qui naît sur cette notion justement de passeur, c'est voilà, ça, c'est comme le rappelle Catherine, c'est polysémique. Donc comment ça s'inscrit aussi sans cette formation justement et sans qu'il y ait une vraie professionnalisation sérieuse de ces passeurs-là, les AED notamment, comment on peut s'assurer que justement il n'y ait pas de mauvaises intentions ou des choses qui peuvent être derrière. Oui. Je vois aussi, je regarde le chat, Françoise Françoise Lorcerie, qui a fait un très beau numéro. Tu vas vite sortir sur les enfants issus de l'immigration et l'enseignement il y a quelques années. Françoise dit que Passeur renvoie aussi au réseau d'immigration clandestine. Est-ce que ce Passeur, je ne sais pas qui va répondre à cette question et à ce que vient de dire Ben, est-ce que le Passeur n'est pas clandestin aussi, Ben, lui-même, enfin, hors la loi, Yannick? il y a un petit peu de ça, d'autant que à la question de Ben, la réponse est encore faut-il leur faire confiance. Il y a un de nos auteurs qui est hors l'école, qui s'appelle Ronan David, qui écrit un article assez presque pamphlétaire sur le sujet, mais qui dit en fait quand l'institution scolaire s'empare de l'idée qu'il faut faire des ponts entre les différents acteurs, elle le fait de façon technocratique, elle le fait avec une bureaucratie technocratique telle que c'est désespérant. On passe des heures et des heures à remplir des dossiers, à des heures et des heures à faire des projets qui doivent rentrer dans des projets qui eux-mêmes sont territoriaux de ceci, de cela, qui ne sont que du baratin parfois, qui ne débouche pas sur des véritables rencontres. Il faut faire confiance aux gens, y compris quand ils ne sont pas formés, mais qui vont se former en faisant, en travaillant ensemble, et non pas en ayant une espèce de super structure comme ce dont est morte l'Union soviétique, quoi, une planification absolue de toutes les activités. C'est peut-être un des défauts de notre institution, qui par ailleurs, avec parfois très bonne volonté, encourage les initiatives. Hein. Pas non plus reverser dans ce que je disais d'une certaine critique des années 70 qui voyait l'école comme uniquement un instrument d'aliénation. C'est pas vrai, quoi. C'est aussi un lieu d'épanouissement, un lieu où l'on apprend, un lieu où on rencontre les autres. Et nous voudrions qu'il le soit davantage, évidemment. Et je crois que ce dossier montre comment ça serait peut-être possible. Aurélie, on a l'impression que le scolaire a défini finalement les règles et qu'elles envahissent le non scolaire. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, non, c'est pas toujours le cas et on voit bien bon, qu'il y a des ouvertures avec des pratiques qu'on dirait non scolaires. Alors c'est représenté dans le dossier là, les pratiques d'école dehors, les pratiques aussi d'introduction de l'intelligence artificielle, également, enfin voilà, dans des cours aussi l'introduction, on pourrait parler des vidéos YouTube qui apparemment voilà, ne relèvent pas du monde scolaire, aussi des jeux vidéo, etc. Donc, et puis, il y a, comment dire, euh, je voudrais revenir quand même sur cette question de passeur parce que c'est vraiment important de voir les liens qui peuvent être faits. Effectivement, il y a des enjeux de pouvoir, hein, comme le dit Françoise. Enfin, en tout cas, elle pose la question. Évidemment qu'il y a des enjeux de pouvoir parce que, et comme le dit aussi Benoît Urgeli, qui est aussi là avec nous, il y a des savoirs qui sont en jeu. Et en fait, il y a des savoirs et des cultures qui sont Pardon, légitimes. tu veux dire il y a des pouvoirs qui sont en jeu? Non, Non, des savoirs. Oui, non, mais pouvoir et savoir. Enfin, c'est-à-dire oui, les oui, deux sont voilà, oui, liés. oui. Les deux sont liés. Et en fait, alors du coup, j'ai perdu le fil. Non, mais c'est pas grave. Pardon, pardon, vraiment.
Non, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des savoirs qui sont légitimés pour rentrer dans l'école, d'accord? Et puis il y a des savoirs qui sont moins considérés comme moins légitimes. Et donc, bon, c'est tout ce qui est voilà, la sélection par les programmes, etc. Mais il y a aussi les savoirs qui sont portés finalement par les partenaires de l'école. Donc, moi, j'ai un peu travaillé là-dessus, justement, sur cette articulation-là entre les éducateurs à l'environnement et puis l'éducation nationale. À un moment donné, il s'agissait, alors pas plus maintenant, puisque maintenant, en fait, on est. La question de l'article, là, justement, c'est est-ce que maintenant, finalement, avec l'école au dehors, l'éducation nationale, à l'échelle de ses cadres, je précise, à l'échelle de ses cadres, ne revient pas vers le monde associatif de l'éducation à l'environnement. Parce que quand on remonte un petit peu en arrière, au moment de l'éducation au développement durable, il s'agissait, dans les années 2004 à peu près, il s'agissait justement de mettre un peu à distance ce monde associatif parce qu'il était porteur de savoirs plutôt naturalistes et de valeurs, voilà, de liens avec la nature, etc. Et au moment de l'éducation au développement durable, il s'agissait plutôt de passer dans un mode plutôt gestionnaire, rationnel, en fait, par rapport à la nature et puis ce qu'on a impacté donc, dans le développement durable. Et donc là, il y a eu une espèce de mise à distance là. Et on voit qu'en fonction des évolutions de ce qui se passe au sein de l'éducation nationale, il y a des acteurs la position des acteurs, justement, les rapports en fait que l'éducation nationale a vis-à-vis de son extérieur diffèrent en fonction peut-être de ce qui se passe à l'intérieur de ces murs, quoi. Et on voit bien que là, il y a un appel très important de l'éducation nationale vers le monde de l'éducation à l'environnement pour les pratiques d'école au dehors, d'être au dehors, etc. Parce que les professionnels actuellement dans l'éducation nationale, donc les enseignants, n'ont pas été formés à cela. Alors que les enseignants, les éducateurs à l'environnement, ça fait partie de leur professionnalité d'exercer au dehors. Et donc, les rapports de pouvoir, ils s'exercent bien là parce que c'est changeant, voilà. Et donc, c'est pas neutre. Et on voit bien aussi que ces personnes vont ramener aussi leur savoir. Et ou pas, voilà, en fonction s'il y a des partenariats ou pas. Yannick, je vais te poser une question compliquée parce que je vais essayer de faire une synthèse et un mélange de plusieurs questions en même temps et je te fais confiance d'y répondre en assez peu de temps puisqu'on arrive pas vers la fin, mais on tend vers la fin de notre webinaire. Les fondamentaux. Alors en fait, je vais y mettre deux choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la part du ministère de l'Éducation nationale une propension à concentrer l'école sur ses prétendus savoirs fondamentaux qu'il faudrait quand même définir. Enfin, je veux dire, toutes les sociétés n'ont pas les mêmes savoirs fondamentaux. Et je vais mettre ça en parallèle et qu'est-ce que les élèves amènent comme savoir à l'école, qui ne sont pas des savoirs scolaires? Alors, je ne sais pas si tu arriveras à faire une réponse avec ces deux Bon, éléments. sur les savoirs fondamentaux, oui, bien sûr. Enfin, les déclarations, pas pour l'instant de ce ministre-ci qui s'est occupé de plein d'autres petites choses, euh, Vestimentaire, oui. par exemple, mais pas que. Euh, et puis, le harcèlement, c'est pas une petite chose au demeurant. Oui, alors certaines déclarations du ministre Blanquer allaient un peu dans ce sens-là, bien sûr. À noter que ces savoirs fondamentaux tels que le ministre Blanquer les répétait, en les attribuant très faussement à Jules Ferry qui disait exactement l'inverse, au demeurant, hein, qu'il fallait ouvrir l'école à autre chose que le lire, écrire, compter. Mais fermer la parenthèse là-dessus, ces savoirs fondamentaux, Blanquer y avait introduit un quatrième terme qui était le respect. Alors, le Un respect, c'est terme pas... moral. Bah, bien sûr, Ah oui, et la vision blanquérienne du respect peut être très largement discutée. Nous l'avons fait dans un excellent dossier des cahiers pédagogiques qui s'appelait justement Respect, qui est paru il y a un peu plus d'un an maintenant. 579. Comme quoi, faut s'abonner parce qu'il y a tellement de beaux oui, cahiers. oui, oui. Bref. Je reviens à la question. Oui, quand le ministre Blanquer ajoute le respect aux fondamentaux, soi-disant lire, écrire, compter, en fait, il renonce à dire
que l'école est seulement le lieu où l'on instruit, pour dire l'école est aussi un lieu d'éducation. Alors je le répète, nous n'avons pas forcément la même conception de respecter autrui, ce ministre-là et ceux qui écrivent généralement dans les cahiers, mais on peut lui faire grâce de cela, quoi. Il ne s'inscrit pas dans une fermeture de l'école sur simplement de l'instruction où il faudrait apprendre des règles de grammaire, etc. Alors, bien sûr, il faut apprendre sans doute des règles de comportement qui relèvent de ce fait de la forme scolaire aussi peut-être un peu. Quand les élèves apportent des choses à l'école, ou quand l'école s'empare de choses qui sont censées être plus de la culture des élèves, comme les vidéos, les jeux vidéo aussi. Par exemple, un de nos collègues en parle dans le dossier, les jeux de vidéo en histoire. En fait, soit elle s'en empare, alors pour les historiens, pour les profs d'histoire, soit ils s'en emparent de façon assez basique, c'est-à-dire on regarde un jeu vidéo pour qu'il apporte des informations sur comment s'est passée, par exemple, la Révolution américaine. Bon, les didacticiens sont pas passionnés par ça. Ils disent autant aller aux sources historiques si on veut avoir juste l'apport d'informations. Mais il y a une deuxième façon de les utiliser, c'est celle que pratique le collègue qui en parle dans les cahiers pédagogiques. Cette deuxième façon, c'est celle de prendre de la distance avec cet objet social. C'est-à-dire qu'à l'école, on ne pratique pas le jeu vidéo pour jouer, on le pratique pour comprendre comment le jeu vidéo est porteur d'un message, par exemple, d'une vision particulière de la Révolution ou d'un message social particulier. Autrement dit, on scolarise ces objets-là. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'objet extérieur pour l'école. Dès que l'école s'empare d'un objet, ça devient un objet d'apprentissage scolaire. Et parfois, c'est pas si mal que ça d'accompagner les élèves dans un regard critique sur telle ou telle pratique sociale qu'ils peuvent avoir ou qui peut les intéresser. Mais ça reste du travail scolaire et l'école sait très bien faire ça, quoi. Alors, on arrive vers la fin de ce webinaire et on a l'habitude toujours de montrer un des dessins et ceux de ce numéro sont vraiment formidables, d'un dessinateur qui nous accompagne très régulièrement, Fabrice R. Et je vais vous demander, on va le faire dans l'ordre de mon écran, de, de dire ce qu'évoque pour vous ce dessin, donc, que je projette, que je partage. C'est frontières scolaires, école, un homme, on va voir, c'est en règle, vous pouvez passer, et il y a une frontière, donc avec une élève. Je vais dans l'ordre de mon écran. Julie, tu veux réagir? Oui, C'est pas de bah, chance. non. Ce dessin, je trouve qu'il représente bien justement cette idée, enfin là, elle est évidente, hein, on la voit, la barrière, et comme s'il y avait vraiment deux mondes qui seraient complètement imperméables l'un à l'autre. Et d'autre part, bon, bah, évidemment, on voit là le monsieur qui dit que c'est en règle et qui contrôle le carnet de correspondance. On peut se douter que c'est un assistant d'éducation. J'y reviens. Et, euh, et justement, c'est cette fonction-là, très précisément, que moi, je critique. Et voilà, je suis assez contente de l'avoir représenté par Fabrice R, que j'aime beaucoup, Oui, pareil. oui. Aurélie? Euh, ouais, c'est en règle, vous pouvez passer. En fait, derrière, c'est qu'est-ce que l'école va faire? Qu'est-ce que l'école va appliquer sur des objets qui ne seraient pas scolaires, quand on a parlé là justement de scolarisation, qui va faire que d'un seul coup, ça va être les règles de l'école. Moi, je trouve ça tout à fait intéressant, quoi. Qu'est-ce qu'on appose? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Voilà, c'est ça que ça m'inspire. Merci. Yannick? Elle a un gros cartable, la petite fille, hein, si tu nous la montres. On voit quasiment pas la petite fille, tellement son cartable est immense. Alors, c'est pas un problème, le poids des cartables, c'est pas. Ah si, c'est un problème, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant sans doute. Simplement,
elle est avec son cartable de l'autre côté quand même de la Mm. frontière. Ça veut dire que elle est déjà une élève au moment où elle met son cartable sur son dos, qu'elle quitte la maison. Elle est déjà plus l'enfant qui est prête à jouer, etc. Et c'est pas tout à fait comme ça que moi, mes élèves, pas si longtemps que j'en avais, mes étudiants aussi, arrivaient à l'école ou à l'université. Ils arrivaient en se tapant dessus, en rigolant, en jouant, en vivant, quoi. Et effectivement, une fois la barrière passée, là, il fallait qu'ils se disciplinent, Mm. tout ça. Mais ce dessin caricature peut-être un tout petit peu quand même l'arrivée à l'école, je trouve. Et peut-être aussi, toutes les entrées d'école, heureusement en France, ne sont pas comme ça, même si moi aussi j'adore le travail de Fabrice Oui. R. Et puis je trouve que l'allusion la fermeture des frontières, plus généralement, est quand même très forte, quoi, très intéressante par rapport aussi au dossier dont on parlait tout à l'heure. Ben? Ah ben, je reste sur l'objet cartable parce que c'est vrai que cette petite fille qui a l'air d'être très bien équipée, qui amène un gros bagage à l'école, c'est pas le cas de tous les élèves. Donc, qu'est-ce qu'elle amène à l'école? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça va enrichir dans la culture scolaire? Et dans l'autre sens, tout un tas d'élèves, je pense à mes petits élèves de REP, qui eux arrivent à l'école avec pas grand-chose justement en termes de connivence et de savoir scolaire. Voilà, comment se fait cet échange et comment se fait se gère cette hétérogénéité. Alors moi, j'ai été très sensible à ce dessin et c'est le mot correspondance, carnet de correspondance. Je n'avais pas réalisé que quelque part, parce que c'est demandé à l'entrée des établissements, enfin du dernier établissement en tout cas, et c'est souvent le cas dans les collèges, on demande le carnet de correspondance à l'entrée et à la sortie pour voir qu'on a le droit de sortir, donc qu'on a le droit d'entrer, qu'on a le droit de sortir, et que l'on correspond bien à ce que l'on doit être. Il y a une idée, on retombe quelque part sur l'idée d'aliénation dont on a parlé, et attention, au-dessus de l'école, il y a la République, il y a les petits drapeaux, et ce dessin est caricatural, on connaît le mordant de Fabrice R, mais c'est l'eau de la caricature que de prendre un élément et de le pousser au bout, quoi, et je trouve qu'il est particulièrement réussi pour ça. Voilà, je vous remercie. On va arriver au bout de notre webinaire, mais je vais avant les cahiers pédagogiques. C'est une association qui a une vie associative aussi, donc adhérez, likez cette vidéo, abonnez-vous, etc., etc. Et nous organisons prochainement un colloque sur l'école qui se passera inséré dans notre assemblée générale. Et Jean-Michel Zakartchouk, si tu Oui, as mis ta caméra, et si tu oui, pouvais nous dire quelques mots sur ce colloque auquel oui, vous êtes invité, oui, Jean-Michel. oui, bonsoir à tous. Effectivement, le 23 octobre, lundi 23 octobre, qui est le début des vacances de Toussaint ou des vacances d'automne, pour être laïque. Pardon, peux-tu remettre ta caméra parce que elle Ah, mais n'est. elle y est, ma caméra. Ah ben, on te voit pas arriver. Ah, mais moi, je me vois, en tout cas. Ah bon. Eh ben, voilà, rapproche-toi peut-être de ton micro, pardon de Non, t'avoir. mais je me vois, mais je suis figé, j'ai l'impression. Bon, bah, Bon, vas-y, c'est pas vas-y. rien, je vais lui parler au. La caméra a l'air d'être figée. Peu importe, vous m'entendez, en tout cas. Donc le 23 octobre, lundi 23 octobre après-midi, début des vacances d'automne, ce colloque va s'appeler justement Ouvrir les portes de l'école. Ça suit le dessin en quelque sorte, avec deux moments forts, un moment d'atelier où on réfléchira sur, selon les ateliers, l'école dehors, le périscolaire, l'ouverture à la culture, des partenariats, et puis une table ronde où on retrouvera Aurélie, on retrouvera aussi son compère coordonnateur Baptiste Besse-Patin, qui a coordonné avec elle, et puis on aura aussi Catherine Hurtig qui est présente ce soir et qui, dans les participants, et qui a. Ah, Jean-Michel. On a perdu Jean-Michel. Oui, oui. Écoutez, je vais prendre le relais. Donc, il y aura les participants
que Jean-Michel a cités. Yannick, tu vas m'aider parce que je suis concentré sur autre chose. Vous pouvez vous inscrire à ce colloque en allant sur le site des cahiers pédagogiques, et c'est un colloque qui se passe le premier lundi des vacances scolaires à l'après-midi. Mais malheureusement, comme je suis retraité, je n'ai plus les dates des vacances scolaires, et je ne peux plus, je la mettrai sur un bandeau défilant en dessous, mais c'est simple, c'est le premier lundi après-midi des vacances scolaires. Ça se passe à Paris, dans un lycée. Vous aurez tous les renseignements sur le site des cahiers pédagogiques, cahiers-pédagogiques.com. Voilà, L'entrée est gratuite, il faut s'inscrire. voilà, Avant, pour me prévenir qu'on arrive en s'inscrivant, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, quoi. voilà. Et donc, merci tous les trois de votre participation. Merci Ben encore de ton animation vraiment étonnante, incroyable du chat. Il est temps vous retrouverez d'ailleurs ce chat. Asagori, qui n'a pas pu être là ce soir, en fait une synthèse qui se retrouve sur notre site sous forme d'un PDF, et sur lequel vous trouvez toutes les références qui figurent dans le chat. Il est temps maintenant de clore ce webinaire en vous remerciant en remerciant encore une fois tous nos participants. Je vous rappelle qu'il existe une bibliographie et une cytographie sur notre site, que les cahiers pédagogiques, c'est une association et une revue associative qui paraît par le travail conséquent de nombreuses personnes salariées et militantes, et beaucoup de militants travaillent. Toutes les personnes qui sont là et qui sont membres du cahier pédagogique, par exemple, sont militants, payent leurs cotisations, leur abonnement, et ne sont pas rémunérés pour faire ce travail. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs, on peut être salarié et militant. Votre soutien est fondamental pour nous. Pensez à visiter notre site, nos publications, pensez au podcast La classe s'amuse, par exemple. Visitez notre chaîne YouTube en cliquant et en aimant nos vidéos de façon à nous aider dans le référencement. Notre prochain webinaire aura lieu à la fin du mois de novembre. Nous sommes en train de fixer la date, et c'est toujours une expérience que de fixer des dates de webinaire et d'avoir tout le monde en même temps, au même endroit, non, mais en tout cas en même temps avec une connexion. Donc vous serez informé par le site et par éventuellement une lettre d'information. Il sera consacré à notre prochain dossier qui sera dans les boîtes aux lettres dans les jours qui viennent, qui sera le numéro 588, qui est consacré aux cultures à l'école, avec entre autres Catherine Urtic-Delattre, qui est là et que je salue, qui est l'une des cordeaux du dossier. Donc culture vécue et portée par des élèves d'origines diverses. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.